Bonjour très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la voix de Portici. Ce qui me frappe le plus chez Xi Jinping, c'est son côté bonhomme, souriant, ouvert. Et en fait tout ça, je dirais c'est de la blague. C'est une façade. C'est une main de fer dans un gant de velours. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Politique, on a quand même, vous le traitez de gredin, vous? Oui, de gredin, de voleur, de criminel. Non, mais attendez. Attendez, de criminel même? Oui, de criminel. Et je peux développer. Ce gars-là est en train de sciemment de détruire la sécurité sociale. Quand vous supprimez les cotisations sociales, j'ai entendu le maire dire on va venir à bout des cotisations sociales, je vais les baisser. Il s'en vante. Tout le système hospitalier fonctionne sur la cotisation sociale. Quand vous supprimez les cotisations sociales, vous affamez financièrement les hôpitaux. C'est criminel. C'est criminel, voilà. Je viens de finir un livre remarquable sur les États-Unis, le modèle américain, dans lequel il n'y a pas de sécurité sociale, ou en tout cas c'est tellement lamentable, il n'y a que les riches qui sont soignés. Si on va vers ça, oui, c'est criminel. Il y a beaucoup de gens qui meurent aux États-Unis faute de soins. Beaucoup. Je vais vous le sortir. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Écoutez, quand on voit l'accueil qui a été réservé à Macron dans les médias, à quelques exceptions près, on peut se poser la question, est-ce que Macron n'est pas le candidat des médias, précisément? Mardi soir, il a été reçu plus de 18 minutes par le journal de 20h. Très longue interview. On n'a jamais vu ça, mais jamais vu ça. Il n'est même pas encore candidat. Pareil dans la presse, de droite comme de gauche d'ailleurs. Hein. Les commentaires sont flatteurs. En fait, les médias sont excités par Macron. Parce que c'est nouveau. Xi Jinping est le produit d'une énorme propagande orchestrée par le parti. Quand on regarde sa gestuelle, uniquement, sans écouter, faites l'exercice, il imite Nicolas Sarkozy. Il bouge les épaules, il bouge la tête comme ça. Il a la gestuelle de Sarkozy. On a l'impression qu'il a Et vous pensez que ça a été programme de étudié? Hollande, la gestuelle de Sarkozy. En gros, c'est une sorte de synthèse. Emmanuel Macron, c'est un produit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est un produit qui a été fabriqué. C'est une arme de guerre absolument cruciale. Et les nazis sont les maîtres de la propagande. Les Allemands sont endoctrinés au point de croire qu'ils appartiennent à la race des maîtres. Là, aujourd'hui, Emmanuel Macron a ouvert les vannes de la haine de classe. Ah oui, c'est clair. Et du racisme de classe. Si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. On l'a vu avec les tweets de Bernard-Henri Lévy, on l'a vu avec Monsieur Legendre. On était trop intelligents, c'est ce qu'il a sorti. C'était un député de... Oui. C'est un député En Marche. Oui, on a été trop intelligents pour les Français, d'accord? Oui. D'accord, ok. C'est génial, je trouve ça formidable. Disons que l'évolution de la notion d'intelligence est quand même absolument fulgurante. Parce que c'est un côté très nazi, hein, si c'est un côté très... je trouve quand même quelque part. Non, mais il y a un côté très... heureusement, il y en a qui sont supérieurs et coup de bol, j'en fais partie. C'est ça, il y a une race supérieure. Voilà, hein, mais par contre... Bonsoir Alexandra, on va revenir sur cette petite phrase prononcée donc en début de journée par Emmanuel Macron. Cette petite phrase a déclenché de nombreuses réactions politiques. Ah oui, cette petite phrase, la voici. Les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent. Cette phrase, elle a été... Per cui questa valutazione che io ho fatto sul candidato Emmanuel Macron deriva sia dai filmati disponibili, sia dalla biografia ufficiale che lui stesso rivendica. Sdentati per definire i poveri. Quando Macron insulta i minatori dicendo che sono soltanto tabagisti e alcolisti, quando Macron definisce le donne stupide e ignoranti, qua rientriamo nel discorso fatto dal già citato grande psicoanalista francese Jacques Lacan e
Lui si giustifica, dice ma non intendevo questo. Perfetto, infatti lui non intendeva volontariamente questo, ma il suo inconscio ha parlato per lui. Lui crede a quello che ha detto et che non può far vederlo. C'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution fulgurante de la notion d'intelligence. Donc l'affaire Benalla et encore plus cette superbe soirée filet de pêche, filet à gigot à l'Élysée lors de la fête de la musique étaient des preuves d'intelligence. Absolument. Bien. Mais alors revenez à ce que vous disiez là. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. I serial killer rovinano le famiglie, mentre gli psicopatici ai vertici dell'economia e della politica rovinano intere società. Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici, ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese. Macron ama se stesso enormemente, ama enormemente se stesso e lui combatte per mantenere la sua fragile identità. Et là, ce qu'il leur dit tous, il leur dit votre nom de famille, c'est le Parti communiste. N'oubliez pas que vous êtes là pour servir cette famille qui est le Parti communiste. Et donc, les journalistes ne sont pas là pour enquêter, pour informer. Ils doivent suivre l'agenda qui leur est dicté par le département de la propagande qui dépend du parti. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a reçu dans son bureau plusieurs journalistes pour un entretien libre, en off, pour évoquer donc l'actualité. Et durant cet entretien, il s'est dit inquiet du statut de l'information et de la vérité dans notre démocratie. Alors il y avait plusieurs journalistes qui étaient présents, Le Figaro, Paris Match, BFM TV, Le Point, etc. Mais seul celui du Point a sorti les propos d'Emmanuel Macron sur une possible mise sous tutelle étatique des médias. Ces propos, les voici. Le bien public, c'est l'information. Et peut-être que c'est ce que l'État doit financer. Il faut s'assurer qu'elle est neutre, financer des structures qui assurent la neutralité. Que pour cette part-là, la vérification de l'information, il y ait une forme de subvention publique assumée avec des garants qui soient des journalistes. Alors Jean-Yves, quand on entend ces propos, eh bien on peut se poser quelques questions, voire même s'inquiéter. Bah on se pince, parce qu'il n'y a pas d'information. Là, c'était vraiment l'image que voilà, je suis tout puissant. Et je suis même aux commandes du journal télévisé. Symboliquement, c'était intéressant. Parce qu'une information, c'est quelque chose dont on souhaite parler, un fait dont on souhaite parler. Il y a des faits dont on ne souhaite pas parler. Et donc, il y a déjà, dans le fait de parler d'un fait, il y a un choix qui n'est pas neutre. C'est pas neutre non plus l'angle par lequel on aborde la question. Encore une fois, on peut être objectif, essayer de ne pas mentir délibérément, c'est pas toujours le cas dans les médias, faut bien le dire, mais on ne peut pas être neutre. Neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serait le point de vue de Macron qui serait au-dessus de tous les autres et qui devrait s'imposer. Ça s'appelle le totalitarisme, ça s'appelle la dictature Macron. Peu après son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a promulgué, mais en catimini, de manière extrêmement secrète, un document qu'on appelle le document numéro 9. C'est au printemps 2013 qu'on en a pris connaissance. Il s'agissait de battre en brèche les idées libérales. On y découvre un Xi Jinping préoccupé par les forces étrangères hostiles, énumérant les 7 idées occidentales les plus dangereuses pour la Chine, comme la démocratie, les valeurs universelles des droits de l'homme ou la liberté de la presse. C'est France qui est accusée par l'Élysée d'être un organe de propagande. Est-ce que c'est le cas aussi de la BBC, de CNN, de France 24, qui sont en partie financés par l'État français ? C'est pire. Dès que vous avez un organe de presse ou des journalistes qui ne posent pas les bonnes questions pour eux ou qui ne satisfont pas le gouvernement ou le président de la République, ces derniers ont pour réaction de les bannir de l'Élysée ou de refuser catégoriquement de répondre à leurs questions. C'est une conception très particulière de la liberté de la presse
et du métier de journaliste. Je pense également qu'il devrait y avoir une stricte application de la charte de Munich de 1971 sur les droits et les devoirs du journaliste. Lorsque j'ai vu comment, là au cours des derniers jours, sur l'affaire du traité d'Aix-la-Chapelle, tous les journalistes de toutes les radios et télévisions françaises ont dit partout que ce traité signé par Macron était parfait, que de toute façon il n'engageait à rien, et que ceux qui trouvaient à redire étaient des secondieux qui voulaient la guerre. C'est-à-dire que la libre confrontation des idées en France, maintenant, est criminalisée quasiment par les grands médias. Ça n'est pas... C'est pour ça que les riches les ont achetés. Voilà. La question, c'est ça. Cyril, quelle autre forme de menace comme ça et d'intimidation on peut trouver en Chine ? Alors, évidemment, je me retrouve assez dans ce qui est dit sur la Turquie. Il y a vraiment un contrôle absolu de ce qui se passe sur Internet. On mobilise en effet des armées d'internautes qui viennent pilonner des sites qui expriment des voix critiques. Facebook, on est parti vendredi parce qu'on a des problèmes. Notre site des Gilets jaunes officiels, donc qui était de 2,7 millions et demi de membres. Il y a 1 million de personnes qui ont été retirées, et notre site d'information qui est la France en colère, ils nous ont retiré 50 000 personnes. On voulait voir quelqu'un pour qu'il nous justifie les problèmes qu'on puisse avoir, que ce soit les problèmes, on peut plus faire de live, on a des écrans noirs, donc à chaque fois ça coupe. On voulait des explications. Vous en avez eu? Écoutez, on en a eu, et donc ils vont faire un communiqué pour s'excuser de tous les problèmes. Et tout simplement, les voix critiques, on les efface. C'est-à-dire que les autorités ferment les sites qui dérangent, tout simplement, ou effacent les messages qui dérangent. C'est une tentative de quoi? D'intimidation, de pression? Pas contre nos sources. Oui, c'est-à-dire, ils cherchent, en fait, qui a parlé à Mediapart. Mediapart révèle quoi? Dans le feuilleton Benalla. Que M. Benalla écrase, juste quelques jours après avoir été mis en examen, en violation de leur contrôle judiciaire, qui leur interdit de se rencontrer, se rencontrent, non seulement se rencontrent, mais discutent de comment effacer des preuves, comment les dissimuler, comment manipuler la justice. Et deuxièmement, ils discutent de leur implication commune dans une affaire qui n'est pas mince, un contrat avec un oligarque russe proche de M. Poutine, soupçonné de liens avec les pires mafias moscovites, qu'ils ont conclu, et ils ont touché de l'argent pour ça, 300 000 € au total dispatchés entre les uns et les autres, pour sa protection, et qu'ils ont conclu alors que M. Benalla est à l'Élysée, donc pour tous les protagonistes, c'est que l'Élysée est d'accord, et que M. Kras est à En Marche, permanent d'En Marche. Un truc de dingue. Le patron hier soir, il m'envoie un message. Il dit, tu vas les bouffer. T'es plus fort que... Qu'est-ce que je veux dire? On s'occupe de Mediapart. On s'occupe des sources de Mediapart. Je parle du parquet, hein. Je parle de Matignon. Je parle du pouvoir exécutif, de la présidence de la République, du Premier ministre, etc. On est une semaine après nos révélations. On s'est occupé de la violation du contrôle judiciaire? Vous en avez entendu parler? Toujours pas. Ils ont été convoqués? Toujours pas. Bon, ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est vraiment l'intimidation permanente des dissidents, mais pas forcément des grands dissidents, de tous ceux qui expriment des voix contraires et de leur entourage. Il s'est passé quelque chose d'assez grave à l'été 2015. Plus de 200 militants des droits de l'homme et avocats ont été interpellés par les autorités. Parmi eux,
une vingtaine ou une douzaine ont été interrogés au secret. Je reviens sur la question de la dérive autoritaire parce que c'est très préoccupant aujourd'hui dans notre pays. Vous avez une réponse qui est uniquement sur le terrain répressif. Répression policière, répression judiciaire. Le Canard enchaîné, vos collègues ont révélé les consignes illégales données par le parquet de Paris pour garder en garde à vue des gens alors même que les faits ne sont pas établis. J'ai eu un témoignage bouleversant hier de l'un de mes collègues gilets jaunes qui a été gardé en garde à vue pendant 23h50. Pendant ces 23h50, il n'a pas eu le droit d'avoir un verre d'eau. Il n'a pas eu le droit de fumer une cigarette. Il était maintenu dans une cellule dans un état absolument déplorable. Et à la fin de la garde à vue, le policier lui a dit « Alors tu as compris mon bonhomme, pour toi les gilets jaunes c'est terminé et estime-toi heureux parce que toi t'as pas perdu un œil. » Voilà ce qu'il s'est entendu dire par des forces de l'ordre. Alors, où, ça à Évreux. Je ne doute pas évidemment qu'il s'agirait peut-être d'un acte isolé, mais enfin les témoignages en ce sens commencent à se multiplier et se multiplier. Ça va chauffer maintenant. Il faut le dénoncer, ces violences. Vous le dénoncez même pas. Dégage. Mort au con. Mort au con. Une question, parce que vous avez dit, Aurélien Taché, quelque chose qui m'a fait réagir et qui revient un peu sur ce que vient de dire Natacha à l'instant. Vous êtes favorable, vous, à ce que la France perde un peu sa souveraineté pour céder sa souveraineté à l'Union européenne. Oui. J'imagine que c'est pareil pour la bombe nucléaire, pour la défense européenne. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous êtes député LREM aujourd'hui, est-ce que c'est une position d'En Marche, d'Emmanuel Macron aujourd'hui en vue des élections européennes, ou est-ce que c'est une position personnelle? Alors, le fait de transférer une grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen, c'est le cœur de ce qu'on proposera aux élections européennes. Ça, c'est très clair. Après... La fraternité, et parce que j'ai osé élever la voix, j'ai perdu un œil. C'est ça la France d'aujourd'hui? C'est ça la France que vous voulez parler? C'est caricatural. Non, c'est caricatural, je vous donne mon œil peut-être. D'accord? Parce que moi j'invite monsieur. Vous pouvez pas faire un rapprochement comme ça aussi. On peut pas faire un rapprochement. Est-ce que vous voulez vous prendre ça dans l'oreille pour juste mieux entendre? À un moment donné, moi je veux bien. Parce que la violence, vous parlez que de la violence des jaunes, mais est-ce qu'on parle de la violence du gouvernement? Est-ce qu'on vit dans un pays de droit aujourd'hui où on a le droit de prendre une bastos dans la tête parce qu'on nous oblige? On vit dans un pays de droit, on peut pas dire le contraire. Ah d'accord, et on reçoit une bastos. Quel est le pays aujourd'hui qui tire sur sa population? Mais moi ça me rend fou. J'ai l'esprit révolté. Ce monde abrite jusqu'à ce jour près de 1000 Hitler, assoiffés de chaos et de conquêtes militaires. Cette société a tout d'un État nazi. Il n'y a qu'à regarder à ces propagandes, censure, crimes et euthanasie. Sachez qu'afin que personne ne puisse la repérer, la croix gammée que l'on croit gommer, c'est faite aussi svelte que Paul Kagame. Comment ne pas déceler que subsiste toujours l'idéologie de l'arien, que nos politiques regardent l'indigent de leur air aérien. Les vestiges du nazisme nous poussent à croire que cette période est révolue, parce qu'au lieu de regarder au serpent des mers, on s'arrête sur sa mue. Sacrilège, alors que les hommes se vantent d'être sages, aucun ne remarque la remontée de la bête sur le rivage. Elle s'en va écrire la page la plus redoutée de leur histoire, qu'ils s'empresseront de classer en catégorie liste noire. Que Dieu ait pitié de nous, de nos âmes, et nous arrache des mains de l'ineffable fureur de ce 4e Reich. Enfin, faut m'expliquer pourquoi le policier a tiré par là en fait. Il faut arrêter de blesser son peuple. C'est juste aberrant. On est en France, une des plus vieilles démocraties de notre monde, une des plus belles démocraties de notre monde. C'est aberrant de voir ça quoi. On a l'habitude de voir ça dans des pays qu'on se permet de juger en plus. Et là ça se passe en France, c'est juste pas possible. J'ai du mal à 20 ans à reconnaître mon pays, c'est pas ce qu'on m'a appris, c'est pas les valeurs qu'on m'a enseignées à l'école, non c'est pas ça. Les camps de concentration n'étaient que miroirs revêtant la société actuelle. Univers moribond, la fièvre du travail s'investit d'une aura existentielle. Mais bien sûr, tout ceci n'aurait pu se faire si l'on avait préalablement élevé, au plus haut rang du déterminisme social, l'hédonisme de l'argent, l'art d'avilir les gens. C'est la triste réalité du monde dans lequel on vit. Et puis pour assujettir un peuple, il faut bien une stratégie. D'ailleurs, parlons télévision, elle dont l'ennemi se sert pour passer de l'état de spectre à acteur, afin de rallier à sa cause nombre de spectateurs. Ces publicités sont de véritables mantras. Incantation à la consommation répétée jusqu'à ce que nos désirs y mettent foi. Et ces journalistes pourtant censés penser les plaies des ignorances sociales sont devenus les véritables faux prophètes de ce nouvel ordre mondial. Faux prophètes. Aujourd'hui, l'abrutissement a atteint un niveau si élevé qu'un homme hier considéré comme petit d'esprit est regardé comme un grand érudit. C'est dire à quel point nous sommes tombés bien bas. Mais bon, c'est normal après tout. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois.
Le pouvoir de propagande de Goebbels est entre les mains d'une nouvelle faction. Alors frère, il est temps de faire très attention et de crier à Dieu avant qu'il ne lâche ses foudres sur cet effroyable 4e Reich. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. Aide-moi à résister comme un soldat, quels que soient les combats, dans ce 4e Reich. Je veux rester au plus près de toi, pour que tu sois fier de moi, dans ce 4e Reich. Si l'argent est le nerf de la guerre, pourquoi n'analysons-nous pas l'histoire sous le prisme économique dans nos programmes scolaires? On s'en rendrait vite compte en regardant l'émergence au pouvoir du nazisme et d'Hitler, que nos sauveurs d'aujourd'hui sont en réalité nos bourreaux.